quelles sont les techniques à adopter pour vendre un produit all-in? Entendez par all-in en dehors d'Internet. C'est-à-dire, vous n'êtes pas sur Internet et vous voulez vendre un produit. Comment faire? Ce qu'il faut savoir, c'est que la vente, c'est un art. Je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas vendre. Ou les gens parfois ont honte de vendre. Il y a des gens qui ont honte de vendre. Je suis sûr que parmi vous qui suivez ce direct, il y a des gens qui ont honte de vendre. Quand on dit que tu es un vendeur, ça leur fait mal. C'est comme si c'est une injure. Ils se disent non, je ne vends pas. Non, comment tu dis que je vends? Non, je ne vends pas. Moi, je ne suis pas dans les trucs de vente là. C'est Claudel sur Internet qui fait les trucs qu'il vend. C'est un marmailleur. Moi, je ne vends pas. Moi, je suis un homme simple. La vente, c'est vital. La vente, c'est un art. La vente est tellement magnifique que je recommande à toute personne d'essayer au moins de vendre. Même si c'est une fois durant votre vie, il faut essayer de vendre. C'est tellement beau, la vente. Comment vendre all-in? Ça, c'est une très belle question. Aujourd'hui, notamment ce matin, je suis allé faire mon sport comme je le fais chaque matin. Je me lève chaque matin et je m'en vais faire sport. En général, c'est à 6 heures et je fais au moins 2 à 3 heures de sport par jour. Chaque jour, du lundi à dimanche. Alors, aujourd'hui, quand j'étais en train de faire sport, je suis passé devant une église. Et c'était une église catholique. Et autour de cette église, il y avait beaucoup de personnes qui vendaient des produits. Il y avait des gens qui vendaient des beignets. Il y avait des gens qui vendaient de la sucette. Il y avait des gens qui vendaient des jus. Il y avait des gens qui vendaient des chapelets. Il y avait des gens qui vendaient toutes sortes de produits. Et moi, c'était une très belle remarque. Pourquoi? Parce que étant donné que je fais sport chaque jour, ça me permet de comprendre le comportement sociologique des personnes qui vendent à côté de cette église. Parce que je passe devant cette église tous les jours. Et lorsqu'il n'y a pas la messe, ces gens qui vendent ne sont pas là. Mais aujourd'hui, dimanche, il y en avait plus de 30 qui étaient autour de l'église et qui vendaient. Vous comprenez directement pourquoi ces personnes sont là dimanche. Ces personnes sont là dimanche parce qu'il y aura le trafic dimanche. Du moins, le trafic dimanche sera beaucoup plus important qu'en semaine. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que le dimanche, en général, dans les églises catholiques, il y a plusieurs messes. C'est-à-dire qu'il y a la messe, par exemple, je prends peut-être un exemple. Quand j'étais servant de messe à l'église Christ-Roi de Tinga, c'est à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Et le dimanche, il y avait 5 messes. Il y avait une messe à 6 heures, il y avait une messe à 8 heures, il y avait une messe à 9 heures, il y avait une messe à 11 heures, il y avait une messe à 18 heures. Et vous voyez que c'est une église qui peut prendre plus de 500 personnes. Donc, imaginons seulement que pour les 5 messes-là, l'église soit pleine. Ça fait 500, 1000. 1500, 2000, 2500. Ça fait 2500 personnes qui vont se retrouver à l'église ce même jour. Alors qu'on n'a pas ce même nombre en semaine. Parce qu'en semaine, il y a aussi l'église en semaine, mais il y a moins de personnes que le dimanche. Parce qu'en semaine, parfois, l'église, c'est très tôt le matin. Mais le matin, parfois, très tôt, il peut avoir, prenons même seulement 500 personnes. Mais c'est inférieur à dimanche où on a 2500 personnes. Donc, vous voyez que vendre dans cet endroit-là, le dimanche, est plus intéressant que de vendre lundi, ou mardi, ou mercredi, ou jeudi, ou vendredi, ou samedi. Ça veut dire que pour vendre all-in, l'une des techniques à utiliser, c'est de chercher les endroits où il y a le trafic. C'est simple. Vous cherchez un endroit où il y a un trafic important de personnes et vous partez là-bas. Proposez votre produit. Juste comme ça d'abord. N'essayez même pas de trop réfléchir. Est-ce que ceux qui sont là-bas seront intéressés, machin? Attention. On parle quand même de 2500 personnes. C'est-à-dire que même si vous vendez n'importe quoi, la probabilité qu'il y ait au moins certaines personnes parmi ces 2500-là qui achètent vos produits est très importante. Donc, vous ne perdez rien à essayer. Ça vous coûte quoi? De prendre, je veux dire, 6 heures de temps de votre journée, d'aller vous asseoir devant l'église. Ce n'est qu'un exemple que j'ai pris de l'église. Ça peut être un autre endroit où il y a du trafic. De vous asseoir dans cet endroit et de proposer vos produits et d'attendre. Vous attendez jusqu'à 18h30, 19h quand l'église finit et vous rentrez. À la fin de la journée, qu'est-ce que vous faites? Vous évaluez. Vous évaluez. Il y a combien de personnes qui sont venues devant moi pour me proposer ou alors pour me demander le prix de mon produit? Ça, il faut noter. Très, très important. Tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas.
Donc, vous avez déjà retenu la première technique pour vendre hors ligne, c'est d'identifier des endroits où le trafic est important. C'est la première technique. Dès que vous avez identifié un endroit où le trafic est important, deuxième chose à faire, il faut évaluer le comportement des personnes qui sont dans cet endroit par rapport à votre produit. Ça veut dire, si vous avez mis 5 heures de temps dans cet endroit, vous regardez en 5 heures de temps, il y a combien de personnes qui se sont intéressées à mon produit? Combien? Vous dites peut-être, vous calculez. Et chaque fois que quelqu'un vient vous voir, le produit, si ça coûte combien? Le produit, si, je ne dis pas les gens qui achètent, je demande juste les gens qui s'intéressent à votre produit. Vous essayez de calculer le nombre de personnes. Si vous calculez, vous vous rendez compte qu'en 5 heures de temps, il y a 100 personnes qui ont demandé des informations concernant votre produit. Vous dites, ok, en 5 heures de temps, j'ai eu 100 personnes qui ont demandé des informations sur mon produit à cet endroit où il y a le trafic très important. Et on peut évaluer un peu ce trafic-là. Pourquoi? Parce que il suffit, je vous ai par exemple évalué le trafic tout à l'heure avec l'église. On prend la capacité de l'église, on voit le nombre de fois qu'il y a la messe par dimanche, on multiplie juste et puis ça nous donne, ça ne va pas donner un chiffre exact, ça je suis d'accord, mais ça vous donne une approximation. Mais ce qui est plus important, c'est le nombre de personnes qui s'intéressent à votre produit. Vous avez eu 100 personnes en 5 heures. Deuxième chose, sur les 100 personnes, combien ont acheté? Très important. Vous avez 20 qui ont acheté. Alors, les 100 personnes-ci, c'est eux qu'on appelle des prospects. On les appelle des prospects. Les 20 qui ont acheté, on les appelle des clients. Donc, en 5 heures de temps, vous avez eu 100 prospects et 20 clients. Maintenant, il y a un calcul qu'on va faire. Le calcul s'appelle le taux de conversion. C'est-à-dire, lorsque j'ai 100 personnes ou lorsque j'ai X personnes qui s'intéressent à mon produit, combien achètent? Le taux là, on va le calculer. Et ça se calcule très facilement. C'est une règle de 3. Ça veut dire, on a 100 qui ont acheté mon produit, c'est-à-dire on a 100 prospects. Ça représente 100%. Parce que si 100 personnes demandent des informations sur votre produit et les 100 achètent, ça veut dire que vous avez un taux de conversion de 100%. Donc 100 prospects représentent 100% de taux de conversion. Maintenant, j'ai eu 20 clients. 20 clients représentent un taux de conversion de combien? De X. C'est la même règle de 3 que ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais calculer X qui sera donc égal à 20 clients fois 100% du taux de conversion divisé par 100. Bon, c'est facile. On va juste barrer les 100 et ça donne 20. Donc, ça veut dire qu'on a un taux de conversion de 20%. Ça veut dire que vous avez 100 prospects, 20 clients et un taux de conversion de 20%. Ces statistiques sont extrêmement importantes pour la suite. Parce que la suite, c'est quoi? La suite maintenant en 3, c'est de faire une étude sociologique des 20 clients. Très important. 1. Vous devez obtenir les informations sur les 20 clients. C'est fondamental. Même s'il faut que vous puissiez donner un avantage à ces personnes pour que ces personnes vous donnent leurs informations, il faut le faire. C'est très important. Quand je dis les informations, c'est par exemple le numéro de téléphone, c'est par exemple l'adresse email, c'est par exemple l'identifiant sur un réseau social, etc. Alors, vous allez dresser ce qu'on appelle le profil sociologique ou socio-démographique de ces personnes. C'est fondamental. Vous devez étudier le profil complet des personnes qui ont acheté votre produit. Ça veut dire quoi? Sur les 20 clients, vous devez essayer de savoir, sur les 20 clients, il y a combien d'hommes et combien de femmes? Ça, il faut le savoir. Sur les 20 clients, ce sont des jeunes, ce sont des enfants qui demandent à leurs parents d'acheter, ou alors ce sont des parents, ou alors ce sont des personnes qui achètent pour aller offrir à une autre personne, ou alors ce sont des personnes âgées. Il faut savoir pourquoi les gens achètent et quel est le profil des personnes qui achètent. Quelle est la tranche d'âge des personnes qui achètent. Quel est le sexe des personnes qui achètent. Quel est le quartier des personnes qui achètent. Il faut le savoir. Les personnes qui ont acheté là sont beaucoup plus dans quel quartier. Ces quartiers-là
font partie de quel standard? Est-ce que c'est des quartiers de riches? Est-ce que c'est des quartiers populaires? Est-ce que ce sont des quartiers difficiles? Il faut le savoir. Il faut savoir si les personnes qui ont acheté sont des consommateurs du produit ou alors sont juste des clients qui ne sont pas consommateurs. Alors, comment faire la différence? Quelqu'un peut être un client, mais il n'est pas un consommateur. Pour faire la différence, il faut juste prendre l'exemple, par exemple, avec un nouveau-né. Un nouveau-né, lorsque sa mère achète les couches, ce n'est pas pour que sa mère porte les couches elle-même, elle achète pour son nouveau-né. Ça veut dire que lorsque vous avez les couches que vous vendez, le client, c'est la mère ou le parent, et le consommateur, c'est le nourrisson, ou le nouveau-né, ou l'enfant. Vous voyez la différence qu'il y a entre le consommateur et le client. Ça veut dire que si vous vendez les couches, vous vous adressez aux parents pour que les parents achètent pour leurs enfants. Vous ne vous adressez pas aux enfants, ou aux nourrissons, ou aux nouveau-nés. Maintenant, il peut y avoir des produits où le client est aussi le consommateur. Par exemple, moi, je peux aller acheter le chocolat Choco de Startup Food, qui est une industrie de la Startup Academy. Et j'achète le chocolat et je consomme moi-même. Vous savez que dans ce cas de figure, je suis le client et je suis en même temps le consommateur. Maintenant, il y a des cas de figure où le consommateur, c'est un enfant qui n'a pas les moyens pour acheter, mais on va quand même s'adresser au consommateur parce que le consommateur va contraindre le client qui est le parent d'acheter. Par exemple, je peux vendre des jouets, mais en vendant les jouets, je m'adresse aux enfants, je ne m'adresse pas aux parents. Je m'adresse aux enfants parce que je voudrais que l'enfant torture son père, torture sa mère pour que sa mère lui achète le jouet. Ça fait partie aussi d'autres techniques. Parce que si l'enfant a déjà l'âge où il peut parler et il peut torturer ses parents, je peux maintenant commencer à communiquer pour toucher l'enfant. C'est par exemple pour ça qu'on crée des dessins animés. Vous croyez que le dessin animé, c'est parce qu'on veut divertir les enfants, donc on n'a rien à faire? Non. Le dessin animé permet de conditionner l'enfant et de pousser l'enfant à torturer ses parents pour que ses parents lui achètent par exemple des jouets qui sont à l'effigie du dessin animé. Ou par exemple pour que le parent lui achète des gâteaux pour son anniversaire qui sont à l'effigie du dessin animé. Pour que ses parents lui achètent un sac à dos Startup Color qui est à l'effigie du dessin animé. C'est pas pour rien. Le dessin animé vend des messages subliminaux qui vont pousser l'enfant à contraindre ses parents. Et vous ne savez pas ce que ça fait. Quand un enfant commence à vous rappeler tous les jours que maman, je veux tel sac, je veux le sac de tel dessin animé, je veux le gâteau qui a tel dessin animé dessus, je veux le stylo qui a tel dessin animé dessus, je veux le bonbon qui a tel dessin. Vous n'allez pas respirer, vous allez acheter, vous n'aurez pas le choix. Et là, le marketeur qui comprend ça, comprend que lui ne doit pas s'adresser seulement aux parents. Il faut aussi qu'il s'adresse à l'enfant pour torturer le parent à travers l'enfant. Donc, ça, c'est une étude que vous allez faire auprès de vos 20 clients. À quoi va servir l'étude que vous êtes en train de faire? Cette étude va permettre de comprendre le profil des personnes qui achètent et de dresser ce qu'on appelle le persona. Le persona, c'est le profil type de la personne qui achète votre produit. Parce que tant que vous n'avez pas ce profil type, c'est dangereux. C'est très dangereux. Je veux dire, comment est-ce que vous allez faire si vous n'avez pas le profil type des personnes qui achètent votre produit? Comment est-ce que vous allez proposer le produit ultérieurement? Comment? Vous ne pourriez pas. Ce sera trop compliqué. Trop compliqué. Il faut que vous puissiez définir exactement quel est le profil type. L'avantage de comprendre le profil type, c'est du fait que désormais, ça va vous permettre de cibler les endroits où vous allez aller proposer vos produits. Vous n'allez plus aller dans des endroits au hasard. Vous n'allez plus aller dans n'importe quel marché. Vous n'allez plus aller dans n'importe quel quartier. Vous n'allez plus aller dans n'importe quel événement. Vous n'allez plus aller devant n'importe quelle église. Quand vous allez comprendre le profil des personnes qui achètent, vous allez maintenant aller où ces personnes se trouvent en nombre beaucoup plus important parce que ça va augmenter votre taux de conversion et augmenter vos ventes. Et la dernière chose à faire, et là, nous sommes toujours dans la vente hors ligne, hein, nous ne sommes pas sur Internet. La dernière chose à faire, c'est d'analyser vos personnes, ou du moins les personnes qui sont autour de vous et qui vendent aussi. C'est-à-dire que si par exemple, vous êtes à côté de cette église et vous vendez les beignets, par exemple, vous vendez les beignets, vous faites ce calcul pour les beignets que vous vendez, mais vous ne devez pas vous arrêter à vos produits, hein, non. Vous devez maintenant faire la même chose pour les autres personnes qui sont autour de vous et qui vendent aussi d'autres produits. Ça veut dire quoi?
Si vous avez quelqu'un autour de vous qui vend les chapelets, vous devez faire la même chose pour lui. Vous n'avez pas besoin de lui dire que vous êtes en train de le faire. La personne peut être votre ami, vous pouvez discuter pour avoir des informations. Mais si c'est quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas avoir ces interactions, ou c'est quelqu'un qui ne peut pas forcément vous donner ça, ou si c'est quelqu'un qui cache ces informations, vous devez quand même évaluer son trafic. S'il y a 100 personnes qui sont venues demander des informations sur vos beignets, vous essayez de voir il y a combien de personnes qui sont venues demander des informations sur le chapelet qu'il vend, sur la Bible qu'il vend. Si vous vous rendez compte que 100 personnes viennent demander les informations sur vos beignets, et celui qui est à côté de vous qui vend les chapelets, il y a 1500 personnes qui viennent lui demander les informations sur son chapelet. En fait, vous devez comprendre que dans l'endroit où vous vous trouvez là, le chapelet intéresse plus les gens que les beignets. Maintenant, le calcul que vous devez faire aussi, c'est de savoir quelle est la marge. Parce que ça aussi, bon, ça c'est l'étape suivante. Quelle est la marge que vous avez par produit? C'est-à-dire les beignets que vous vendez. Quel est le coût de production de vos beignets? Quelles sont toutes vos charges? Quand vous vendez un beignet, vous gagnez combien par beignet? Ça, c'est un calcul qu'il faut faire. Ça, c'est un calcul qui vous permet d'évaluer le taux de rentabilité. Et vous devez le faire pour plusieurs produits différents. Donc, vous le faites pour vos beignets. Vous devez aussi le faire pour le chapelet. Vous devez aussi le faire pour la Bible qu'on vend à côté de vous. Vous devez aussi le faire pour le jus qu'on vend à côté de vous. Parce que le but de le faire, ça vous permet de savoir quels sont les produits qui fonctionnent les mieux. Parce que ne vous concentrez pas seulement sur votre produit. Peut-être vous êtes en train de vous obstiner à vendre un produit, alors qu'à côté de vous, il y a un produit qui fonctionne mieux, qui pourrait vous permettre de gagner plus d'argent, mais vous êtes obstiné à vendre seulement votre produit. Non, observez aussi. Et si vous observez, vous vous rendez compte qu'il y a 1500 personnes qui viennent demander des informations sur le chapelet. Et que sur les 1500 personnes, il y a 1000 personnes qui achètent le chapelet. Et que sur les 1000 personnes qui achètent le chapelet, peut-être disons que le chapelet coûte 100 francs. Ça veut dire que je vais ajouter un zéro et un deuxième zéro. Ça fait 100 000 francs que la personne a vendu le chapelet. Prenons le cas de figure où le coût de production ou alors le coût d'acquisition finale du chapelet, c'est 50 francs. Ça veut dire que la personne a des marges brutes de 50 000 francs durant cette même journée en vendant les chapelets. 50 000. Alors, vous aviez eu 100 personnes qui étaient intéressés, c'est-à-dire 100 prospects, et vous avez eu 20 clients. Et vous vendez peut-être vos beignets à 50 francs. Vous vendez les beignets à 50 francs. 20 clients, ça fait quoi? Ça veut dire que je vais juste ajouter un zéro, je multiplie 5 par 2, ça fait 100. Donc je mets 100 et je mets 2 zéros. Vous voyez la différence qu'il y a entre vos beignets et le chapelet? Est-ce que vous voyez la différence qu'il y a entre vos beignets et le chapelet? Parce que vous avez vendu vos beignets à 20 clients. Les 20 clients, disons, ont acheté un beignet chacun de 50 francs. Donc, ça fait 50 francs fois 20. Je vais refaire le calcul. Ça fait 0, ça fait 0, ça fait 100. Lui, il a vendu les chapelets de 100 000. Vous vendez les beignets de 10 000. Lui, sur les chapelets de 100 000, il a eu des marges de 50 000 bruts après avoir enlevé toutes les charges. Vous avez des marges de combien? Supposons que votre beignet que vous vendez à 50 francs, supposons que ça vous coûte même, la production, c'est peut-être même 10 francs. Supposons que la production, c'est 10 francs. Et que si on prend 10 francs, on multiplie par 20, ça va faire juste 200. Vous voyez qu'en réalité, lui, il gagne plus d'argent que vous. Je veux dire, en vendant les chapelets, il gagne plus d'argent que vous. Il a plus de marge que vous. Ça veut dire qu'en réalité, la suite logique, c'est que vous devez vous intéresser à la vente des chapelets aussi. Oui, fatalement. Vous devez commencer à vendre les chapelets. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien. Parce que je sais que là, c'est la question maintenant que vous allez vous poser. Non, je ne suis pas chrétien, je suis musulman. Non, mon frère, non, non. Le business, bon, sauf si l'argent ne vous intéresse pas, sauf si le business ne vous intéresse pas, sauf si vous voulez être un martyr à vie. Vous allez vous obstiner à vendre les beignets, vendre les beignets, vendre les beignets et mourir en vendant les beignets, en devenant le héros mort de la vente des beignets. Non. Non, ne soyez pas le héros qui va mourir en vendant les beignets qui ne rapportent pas d'argent ou qui ne sont pas rentables ou qui ne lui permettent pas d'avoir une performance économique importante. Vous devez aussi observer l'environnement. Quelles sont les marges que je génère en vendant? Est-ce que celui qui est à côté de moi n'est pas en train de générer des marges plus importantes avec son produit? Si oui, il faut que je m'intéresse à vendre plutôt son produit. C'est plus intéressant. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour vendre le chapelet. Vous n'avez pas besoin d'être catholique pour vendre la Bible. Vous n'avez pas besoin. Est-ce que c'est vous qui allez lire? Est-ce que vous vendez pour vous forcément? Vous avez juste besoin de comprendre le produit parce que vous avez quand même besoin de lire aussi la Bible pour mieux vendre. Parce que ça peut vous donner des arguments pour convaincre un client.
Mais vous n'avez pas besoin d'être, je veux dire, vous n'avez pas besoin d'être pasteur ou prêtre, non. Ce n'est pas nécessaire forcément. Voilà les techniques pour vendre hors ligne. Je peux aller beaucoup plus loin que ça. Ça risque juste de prendre trop de temps et ça va finir le direct juste sur cette question. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés pour vendre. C'est pour ça que je développe un peu plus pour que ça aide les autres qui ont déjà posé des questions concernant cela ou alors ceux qui s'apprêtaient à poser la question et qui n'avaient pas de solution. Parce que ne croyez pas que vendre c'est seulement sur Internet. Non, on peut vendre sans Internet. Vous pensez que... Bon, posez-vous la question. Si on ferme Facebook, on fait quoi? On va arrêter de vendre? Non, on va continuer de vendre. Il y a des techniques pour vendre sans Facebook, sans YouTube, sans WhatsApp, sans tout ça. On peut vendre sans ça. Et je vous recommande d'apprendre à vendre sans ça. Parce que si un jour on ferme Facebook, vous faites quoi? On n'a pas nos plateformes en ligne. Là, je fais un coucou à Alain Ekambi de Dicalo qui est en train de se battre pour que l'Afrique puisse avoir aussi ses propres réseaux sociaux, ses propres messageries instantanées. Parce qu'il a mis sur pied Dicalo et Ubuntu, qui sont des plateformes, des réseaux sociaux et des applications de messagerie instantanée purement africains. Parce qu'on peut fermer Facebook à tout moment. Et vous allez arrêter de vendre parce qu'on a fermé Facebook. Et moi, parfois, je vois des personnes qui disent, moi, je fais le marketing digital. Le marketing digital ne veut pas dire que je prends mon produit et le mets sur Facebook tous les jours. Je vends les shampoings, je vends les savons, je fais les statuts tous les jours. Non. Le marketing digital, c'est une application du marketing réel, juste que c'est fait en ligne. Donc, ne croyez pas que vous seriez un con sur le marketing réel et vous allez être excellent sur le marketing sur Internet. Non, vous serez aussi con en ligne. Sauf que ce sera une bêtise internationale. Parce que, en fait, quand vous êtes con dans votre quartier, bon, supposons que dans votre quartier, il y a 1000 habitants. Vous êtes con pour 1000 personnes. Mais quand vous êtes con en ligne, c'est incroyable parce que vous êtes con pour des milliards de personnes. Peut-être Facebook a plus de 2 milliards de personnes. Donc, vous devenez un con pour 2 milliards de personnes. Donc, sur 2 milliards de personnes, vous vous installez comme l'étalon de la bêtise. Donc, c'est mieux même de rester dans votre quartier. Ne croyez pas que vous allez laisser les techniques de marketing réelles sur le terrain. Vous allez ignorer ça et aller exceller dans le marketing digital. Non, ce n'est pas possible. Ce sont les mêmes principes. Juste qu'on utilise des outils différents. Les outils sont différents cette fois. Les outils sont plus performants, sont plus rapides, vous permettent facilement d'atteindre ce qu'on appelle la scalabilité. Mais les principes fondamentaux restent les mêmes, qui sont le marketing, la vente, la communication, le branding. C'est la même chose. Ne croyez pas que vous allez abandonner ça. Donc, c'est pour ça que on ne peut pas se défaire de la lecture, mes amis. Ne croyez pas que vous allez échapper à la lecture. La lecture, c'est important. La formation est indispensable. Qu'importe votre secteur d'activité, c'est indispensable de se former. Donc, si vous croyez que, voilà, comme il y a Internet aujourd'hui, je vais créer ma page, je vais prendre mes produits, je vais saturer les gens avec, je vais mettre les statuts, je vais vendre. En fait, vous allez utiliser vos produits vous-même. C'est comme ça que ça va finir. Le savon que vous allez fabriquer là, vous allez vous laver avec ça vous-même. Vous allez laver vos enfants avec. Et vous allez vous battre pour que vos enfants aillent même manger en route pour payer ou pour acheter le savon pour continuer de se laver avec. Parce que vous n'arrivez à vendre à personne. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils ils ne sont pas obligés de lire. Ils ne sont pas obligés de se documenter. Ils ne sont pas obligés de se former. Mais ils vont réussir à vendre, à faire le marketing, à croître. Non, mon frère, il faut apprendre. Tout le monde a besoin de se former. Et c'est quand on est sur le terrain qu'on comprend le besoin de se former. Parce que tant qu'on ne le fait pas, on a toujours l'impression que ça ne sert à rien. Non, dis donc, les Claudel là, il raconte des bêtises en ligne. Il connaît même quoi, dis donc. Il a vendu quoi, on a vu. Est-ce qu'il est milliardaire lui-même? Va vendre. Et c'est quand tu vas vendre pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 5 mois, 1 an, que tu vas comprendre que tu as besoin de te former ou que tu as besoin d'avoir un réseau. Parce que je peux aussi parler de la vente hors ligne à travers des réseaux. C'est par exemple ce qu'on utilise dans le marketing relationnel. Ça aussi, ce sont des techniques. Il y en a tellement de techniques. Je peux pas lister toutes les techniques. Ça prendrait trop de temps. Peut-être prochainement, je vais faire une formation sur comment vendre hors ligne. C'est-à-dire comment vendre sans Internet. Peut-être ça pourrait aider certaines personnes. Si vous êtes intéressé par une formation de ce type, vous mentionnez ça en commentaire ou vous m'écrivez en inbox. Si le besoin est intéressant, je pourrais peut-être la semaine prochaine faire une formation dessus qui va se dérouler aussi en ligne pour que qu'importe l'endroit du monde à travers lequel vous vous trouvez, vous puissiez en bénéficier. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale,
Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.